Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec le psychologue spécialiste de l'enfant et de l'adolescent, Jean-Luc Aubert, l'auteur du livre Comment motiver son enfant à l'école aux éditions Odile Jacob. La majorité des parents, en tout cas ceux intéressés par ce podcast, souhaitent offrir une bonne éducation à leurs enfants. Et cette éducation passe dans notre société par la réussite scolaire. Or, encourager et convaincre un jeune collégien de l'intérêt d'apprendre à calculer l'aire d'un triangle demande, chez les parents et les enseignants, un savoir-être qui n'est pas donné à tout le monde. Le stress des résultats scolaires et ses enjeux entravent pour beaucoup de parents toute possibilité de penser une éducation sereine. Comment motiver son enfant à l'école ? Que faire devant un enfant ou un ado que rien ou peu n'intéresse à l'école ? Jean-Luc Aubert a commencé par enseigner à des enfants handicapés, physiques et mentaux, avant de pratiquer la psychologie scolaire pendant près de 20 ans. Nous le rencontrons aujourd'hui pour comprendre comment mieux accompagner nos enfants dans les apprentissages scolaires. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Jean-Luc Aubert, bonjour. Bonjour. Quel est l'environnement favorable à la motivation d'un enfant dans les apprentissages scolaires ? Il faut savoir que la motivation, il y a trois formes de motivation. Il y a la motivation naturelle, dont on va parler longuement. La motivation élective, qui concerne un sujet particulier, un plaisir particulier, un attachement particulier, une passion particulière. Et ensuite, la motivation réparatrice, c'est-à-dire qui répare une blessure psychique mal cicatrisée. Et l'enfant va être motivé pour réparer cette blessure psychique. Mais ce qui nous intéresse ici, dans un premier temps, c'est la motivation naturelle. Il faut savoir que tous les enfants ont besoin d'apprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre ? Ils ont besoin d'apprendre parce que pour devenir simplement autonome, indépendant. Si l'enfant n'apprenait pas d'abord à maîtriser son corps, puis ensuite à maîtriser son environnement, rentrer en contact avec son environnement, il resterait toujours dépendant de son parent. Donc il a besoin, c'est un besoin fondamental comme d'autres besoins, de devenir autonome, de devenir indépendant. Donc, heureusement pour lui, il est poussé dans cette démarche d'indépendance par une pulsion. Vous savez qu'il existe un certain nombre de pulsions. Il y a la pulsion orale dont Freud a parlé, la pulsion anale, la pulsion sexuelle, mais on peut en ajouter deux autres, dont celle qui nous concerne aujourd'hui, la pulsion épistémophilique et la pulsion homéostasique. La pulsion épistémophilique, c'est celle qui va pousser l'enfant à satisfaire ce besoin d'autonomie qui est le sien. Donc le besoin d'apprendre. Le besoin d'apprendre. Alors, comment il se caractérise, ce besoin d'apprendre ? Tout simplement, par exemple, la première chose que l'enfant doit apprendre à maîtriser, c'est son corps. Tout parent de bébé a constaté ça. Tout bébé dans son berceau fait un certain nombre de gestes. Il bouge ses mains, il bouge ses pieds, touche ceci, touche cela, met à la bouche, etc. Il fait un certain nombre de gestes spontanés. Personne ne le force à faire ces gestes-là. Et grâce à ces gestes spontanés, petit à petit, il va apprendre à maîtriser, à connaître son corps et à maîtriser son corps. C'est pour ça qu'il va pouvoir, dans un premier temps, ramper, ensuite se mettre assis, se mettre debout et enfin marcher. Tout cela, il y a des démarches spontanées, naturelles qu'il fait naturellement et qui vont lui permettre de maîtriser à la fois son corps, de maîtriser ses gestes. Autre phase du développement que tout parent connaît bien, à 3 ou 4 ans, l'enfant pose un certain nombre de questions. Là aussi, il le fait spontanément. Pourquoi ci, pourquoi ça, à quoi ça sert, c'est pourquoi faire, comment ça marche, etc., etc. Tout parent a vu ça chez son enfant. Quelquefois, il y a des questions d'ailleurs qui sont un peu compliquées. Mais là, tout enfant a cette démarche-là. Alors, si le parent répond de façon globalement satisfaisante aux questions de l'enfant, je dis bien globalement, ça ne veut pas dire parfaitement tout le temps, sans arrêt, etc., mais la plupart du temps, il répond à ces questions-là, l'enfant a du plaisir, puisqu'il a une réponse aux questions qu'il se pose. Et au besoin, dans un premier temps, répond le plaisir, il va transférer ce plaisir d'apprendre à l'école. Il va le transférer à l'école. En revanche, celui qui a été mal accompagné pour des raisons diverses dans cette démarche d'apprentissage spontané, il n'aura pas le plaisir de la réponse et il aura des difficultés justement à être motivé pour l'école. Autre chose, autre démarche spontanée de l'enfant qui va lui servir pour apprendre, c'est le langage. Alors là aussi, spontanément, le bébé fait des lalations avec sa bouche, il fait des bruits, il se prépare au langage. Là aussi, il le fait spontanément, personne ne le force, ça se fait naturellement. Alors après, il va dire quelques mots, ensuite, souvent d'ailleurs après, je ne sais pas si vous avez remarqué, les premiers phonèmes des enfants, c'est le phonème A. Oui, c'est pour ça que souvent papa, maman, daddy, etc. On retrouve ça chez beaucoup d'enfants. Eh bien, si le parent est là pour l'accompagner dans ce langage-là, il va avoir du plaisir à communiquer, du plaisir à dialoguer. Et là, ça favorise aussi justement l'apprentissage du langage. Et ensuite, il aura du plaisir à dialoguer, à communiquer. Et dialoguer pour un enfant, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va lui servir aussi à l'école.
Pourquoi dans le dialogue, qu'est-ce qui se passe? Dans le dialogue, il y a de l'écoute de l'enfant. Je t'écoute, tu m'écoutes, etc. Donc il écoute. S'il y a du dialogue à la maison, il va être habitué à écouter et à échanger dans le plaisir. Et là aussi, il va le transférer à l'école. Si pour une raison X ou Y, là aussi, il n'y a pas de dialogue ou il est mal accompagné dans ce dialogue-là, à l'école, il va rester dans cette posture-là et il aura du mal à écouter. Dans votre livre, vous remettez en question l'adage ou la croyance « quand on veut, on peut ». Oui. Vous dites qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Oui. Effectivement, pour vouloir, il faut pouvoir dans un premier temps. Et pouvoir, ça dépend d'une certaine disponibilité psychique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas. Le vouloir dépend de l'intellectualisation. C'est-à-dire, je veux ceci, je veux devenir ministre, je veux devenir président de la République. Bon, c'est facile, mais c'est intellectuel, ça. D'abord, pour pouvoir arriver à quelque chose, il faut avoir une certaine disponibilité psychique, plus une certaine motivation pour arriver aux choses. Et à ce moment-là, on peut effectivement vouloir. Donc vouloir passe par l'intellectualisation, alors que le pouvoir vouloir passe par l'affect. Qui est lié au corps. L'affect, c'est une vaste question en psychologie, l'affect. L'affect, c'est toujours en conflit avec l'intellect. L'enfant est d'abord un être affectif, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de besoins. L'affect pour le psychologue, c'est une réponse, disons qu'une relation affective satisfaisante pour le psychologue, c'est une réponse globalement satisfaisante aux besoins exprimés par l'enfant. Donc, on peut dire qu'il y a une bonne, en termes de psychologie, relation affective, dans la mesure où, globalement, on apporte une réponse satisfaisante aux besoins de l'enfant. J'insiste bien dans mon discours sur le globalement, parce que ça veut dire que moi, je n'attends pas aux parents qu'ils soient parfaits, qu'ils répondent toujours sans arrêt, parfaitement, tip-top aux besoins de l'enfant. Non, je dis aussi que les erreurs, les moments d'inattention, les moments d'énervement, etc., ça participe aussi de l'éducation, parce que l'enfant, il sera confronté à un moment ou à un autre. Donc, si, globalement, il y a une réponse satisfaisante du parent par rapport à tout ça, ça va fonctionner. Oui, alors c'est quoi un bon parent d'aujourd'hui? Puisque vous dites le parent parfait est un parent un peu imparfait. Ah oui, c'est important de dire ça. Vous savez qu'on a été... Pourquoi d'ailleurs, c'est intéressant de se pencher, pourquoi est-ce qu'on demande... Enfin, les parents se sont sentis une obligation de devenir des parents parfaits? Eh bien, il y a comme une raison à ça. Vous savez que le jour qui a changé véritablement le rapport à l'enfant et le rapport à l'éducation, c'est en décembre 67, le jour où la pilule a été légalisée. Et à partir du moment où il y a eu la contraception qui a été légalisée, le parent a pu choisir de devenir parent. Alors qu'avant, c'était, je le mets entre parenthèses, souvent subi. Alors là, il choisit. Dans la mesure où il choisit, il se sent une responsabilité qu'antérieurement, il n'avait pas, ou qu'il ne se sentait pas avoir, puisque d'une certaine façon, il subissait. Alors le fait de choisir lui donnait une sorte de responsabilité, donc quelquefois une culpabilité, d'où aussi justement l'émergence, entre guillemets, du parent parfait. Or, le parent parfait, à mon sens, est un parent aussi un peu imparfait. Pourquoi ? Eh bien, imaginons, faisons un effort d'imagination, imaginons un parent qui serait parfait. Il répondrait justement aux besoins de l'enfant, toujours au bon moment, au bel instant, etc. Il n'y aurait pas de problème par rapport à ça. Mais ce serait désavantager l'enfant dans la mesure où l'enfant, une fois qu'il sera sorti de la famille, à la crèche, à l'école maternelle, dans la vie, il sera confronté à des imperfections. Tout le monde ne sera pas là pour assumer tous ses besoins dans l'immédiat. Donc, qu'il soit confronté aux imperfections du parent, les imperfections ponctuelles du parent, un peu imparfait, eh bien, ça va l'habituer aussi aux imperfections de la société. Donc, le parent parfait est un parent un peu imparfait. Les imperfections contribuent aussi à l'éducation. Alors qu'on entendait souvent, là, il faut être globalement, il faut que tout ça marche parfaitement. La motivation est donc, dans un premier temps, l'affaire de ceux qui sont au plus près des jeunes. De la qualité globale de leur présence dépendra la motivation future de l'enfant. Le motiver, c'est lui donner un moteur extraordinaire, moteur qui peut fonctionner à l'école, mais aussi dans de multiples autres secteurs d'activité, tout aussi essentiels et passionnants. Le motiver, c'est donc lui donner un atout extraordinaire avec cette dimension fondamentale, lui faire aimer la vie avec ses innombrables sources d'intérêt, lui faire aimer la vie dans toutes ses dimensions, lui faire aimer la vie tout simplement. Jean-Luc Aubert, vous venez de nous offrir la lecture d'un extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ?
Mais parce qu'il me semble résumer au mieux ce que j'ai écrit, c'est-à-dire qu'effectivement, je parle de la motivation scolaire, mais il y a aussi d'autres motivations. Je parlais en préambule de motivation élective, et je citais justement pour illustrer cette motivation élective le cas de Sacha Guitry. Tout le monde le connaît, il a écrit plus d'une centaine de pièces de théâtre, une trentaine de films, je crois, véritablement. Il était très productif de ce point de vue-là. Il faut savoir que Sacha Guitry était un cancre magistral à l'école. Il a redoublé quelque chose comme 9 fois. Il disait, ma mère craignait que je ne me marie en 6e. Vous voyez, donc c'était véritablement un désastre pour ce qui concerne sa scolarité. Donc c'était un très mauvais élève. Il n'était pas du tout motivé par l'école. Mais en revanche, dès l'âge de 5 ans, son père, Lucien Guitry, qui était comédien lui aussi très très célèbre, l'emmenait jouer à la cour d'Alexandre III, qui était le père de Nicolas II. Et dès l'âge de 5 ans, il a commencé le théâtre, et son père tout de suite l'a mis dans le monde du théâtre, et c'est pour cela que ça l'a motivé sur le plan électif. C'est ça la motivation élective. C'est quelqu'un qui fait partager son plaisir pour telle ou telle discipline. Alors ça peut être un grand-père, une grand-mère, un parent, ça peut être un prof, et véritablement, il y a une motivation majeure pour telle ou telle discipline. Elle a un inconvénient, quelquefois, la motivation élective, qu'elle peut se faire aussi au détriment d'autres aspects relationnels, affectifs, etc. Mais, j'allais dire, celui qui la connaît, elle a un moteur extraordinaire. Comment êtes-vous devenu enseignant psychologue ? Puis psychologue d'ailleurs. Vous étiez d'abord enseignant, puis psychologue. Oui, j'étais enseignant. D'abord, j'étais effectivement, mes premiers postes, je m'occupais d'enfants handicapés et avec un déficit intellectuel. Et justement, en pratiquant la pédagogie, je me suis rendu compte que c'était pas la seule solution. D'ailleurs, je le déplore, y compris pour la plupart des enseignants. Il faut d'abord comprendre sur le plan psychologique comment fonctionnent les enfants pour que la pédagogie fonctionne bien. Là aussi, je me bats beaucoup pour faire en sorte que les enseignants soient davantage éclairés sur la psychologie de l'enfant. Pour l'instant, leur formation est véritablement trop restreinte. Or, pour comprendre un enfant et pour lui faire apprendre quelque chose, il faut d'abord savoir comment il fonctionne. Aujourd'hui, la plupart des enseignants sont formés pour enseigner des enfants qui vont apprendre tout seuls. Bon, heureusement, dans la majeure partie des cas, ça se passe bien. Mais quelquefois, pour certains, ils n'apprennent pas tout seuls, ils ont du mal à apprendre. Et si on ne comprend pas comment ils fonctionnent, ça va être compliqué. Parce que pour qu'un enfant apprenne bien, et surtout s'il a des difficultés, il faut d'abord bien le comprendre, le mettre en confiance pour lui apporter une certaine sérénité psychique pour que justement il puisse mobiliser son énergie pour faire des apprentissages. Alors quand tout se passe bien, c'est bien, on avance, l'enfant est motivé, donc s'il a tout ce qu'il faut, tout va bien. Mais quand ça marche pas, comment remotiver un enfant à l'école ? Oui. Alors l'enfant qui n'est pas motivé à l'école, moi je l'ai constaté et je le constate toujours dans ma pratique, souvent il y a une forte corrélation entre l'enfant qui n'est pas motivé à l'école, qui n'est pas intéressé par l'école, le fait aussi qu'il n'est pas non plus intéressé par ce qui se passe à la maison. Il m'arrive de voir des enfants de 8, 9, 10 ans qui ne savent pas encore exactement ce que fait leur père, ce que fait leur mère, dans quelle classe est leur frère et sœur, quel est le projet, qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout se passe pour certains enfants comme s'ils étaient un peu spectateurs de leur vie familiale, comme s'ils n'étaient pas acteurs. Ces enfants-là, souvent, sont passés à côté de ce que j'appelle la phase de réponse opérante, de la pulsion épistémophilique, cette pulsion qui pousse l'enfant à apprendre. Cette phase de réponse opérante, c'est de 0 à 7 ans. C'est là où l'enfant a le maximum d'activités qui vont lui permettre d'apprendre. J'ai oublié de mentionner, malgré tout, ce qui me paraît essentiel et fondamental, c'est l'amour du jeu pour l'enfant. Les enfants aiment jouer. Ça va participer de ces apprentissages. Donc, effectivement, celui qui est passé à côté de cela, il peut y avoir diverses raisons. On peut être fatigué, on peut être malade, on peut avoir des soucis, etc. Le parent qui n'a pas pu bien accompagner cette pulsion épistémophilique, ce besoin d'apprendre de l'enfant, l'enfant va être un peu démotivé, il va décrocher, mais souvent il décroche aussi de la maison, oui, c'est-à-dire qu'à la maison, il n'est pas dedans, quoi. Il n'est pas dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la vie de famille, où il y a une dynamique familiale, où on échange, où on partage, on sait qui fait quoi, où on va, quelles seront les prochaines vacances, etc. Donc, quand il y a une défection par rapport à ça et qu'on constate qu'un enfant n'est pas motivé à l'école, moi, ce que je préconise et ce que je dis aux patients qui sont concernés, c'est d'abord de les réintéresser à la vie de famille sur un plan très, très concret. Il ne s'agit pas de refaire des devoirs le soir un peu plus parce qu'il y a de l'angoisse qui se met en place. Il faut réintéresser l'enfant sur des choses très concrètes, très pragmatiques de sa vie quotidienne. Et à partir de ce moment-là, on peut réenclencher un moteur qui est quelque peu déficient.
Dans votre livre, vous précisez que les classements récurrents de l'OCDE placent la France en très mauvaise position sur le plan des compétences des élèves. Dans les classements PISA, la France se situe depuis les années 2010 entre la 20e et la 30e place. Le tout sur plus de 60 pays évolués, et autant dire que ça ne s'arrange pas. Oui. Alors on sait que les inégalités sociales sont l'un des gros points noirs de la fracture scolaire en France. Mais dans votre livre, vous pointez aussi du doigt, et vous l'avez dit tout à l'heure, le défaut de formation des enseignants et la qualité de l'enseignement qui, selon vous, ne prend pas du tout en considération le développement de l'enfant et ses capacités. Comment faire mieux ? Comment faire mieux ? Un des principaux atouts qui va manquer à l'enfant pour réussir à l'école, c'est l'atout culturel, c'est-à-dire le langage en particulier. Il faut un certain nombre d'atouts. Il faut 5 atouts en gros pour réussir à l'école. Le premier atout, c'est la motivation, parce que c'est le starter de la démarche d'apprentissage. Quand on a envie d'apprendre, forcément, c'est plus facile d'apprendre. Le deuxième atout, c'est la disponibilité psychique, c'est-à-dire qu'il faut une certaine disponibilité à la fois consciente et inconsciente. Consciente, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si on a un souci, il y a une maladie, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui va pas bien, bon, on est préoccupé, donc on peut objectiver le souci conscient. Le souci inconscient, c'est beaucoup plus compliqué à déceler. Le souci inconscient, il est lié à des processus défensifs ou adaptatifs qu'a mis en place l'enfant dans sa famille, dans une situation très très particulière, processus qui le protège dans sa famille par rapport à cette situation particulière, mais qui le desservent à l'école dans la mesure où l'école attend d'autres choses de lui. Alors, il y a les processus cognitifs de base, c'est-à-dire l'intelligence ou les intelligences plutôt de l'enfant. Il y a les atouts culturels et une capacité minimum à faire des efforts. Ça, c'est les 5 atouts qui sont nécessaires à l'enfant pour réussir à l'école. L'atout culturel et en particulier l'atout langagier est un atout majeur de la réussite scolaire. Je crois que si on doit en dégager un parmi les autres, celui-ci est majeur. Pourquoi ? Parce que l'enfant, dès qu'il rentre à la maternelle, il a besoin de comprendre ce que dit l'enseignante, il a besoin d'échanger avec les autres, et celui qui n'a pas ce bagage langagier suffisant, et il faut savoir quand même que depuis des décennies, moi j'ai écrit un bouquin il y a une trentaine d'années qui s'appelait « Si l'huile flotte sur l'eau, c'est pour apprendre à nager », où je désignais déjà ce fait-là, 15 à 20% des enfants de maternelle sont en dehors de la conversation scolaire. 15 à 20%. Et c'est toujours ça. Ça veut dire que ces enfants-là n'ont pas les outils lexicaux, n'ont pas les outils syntaxiques pour comprendre ce qu'il se dit de façon fine de ce que raconte la maîtresse. Donc, il faut savoir que ces enfants-là, dès le départ, sont en déphasage par rapport à leur père. On les retrouve en difficulté en lecture parce qu'en amont de la lecture, il y a le langage. On les retrouve, vous savez, quelquefois on dit toujours les enfants de CM2, machin, la lecture, le calcul, tout ça, c'est pas très bon. Et ben, on les retrouve souvent à la sortie et ils n'ont pas grand-chose. S'ils n'ont pas cet outil langagier qui va leur permettre tout de suite de comprendre ce qui s'échange à l'école, ben, ils sont en décrochage immédiat. Le problème, souvent, c'est qu'on les décèle, ces enfants-là, qu'au moment justement de l'apprentissage de lecture, parce que là, on voit bien qu'ils ont du mal à lire ou qu'ils ne savent pas lire ou véritablement de grosses difficultés. Mais les difficultés existent avant. Comme en maternelle, heureusement, il n'y a pas d'exigence majeure, on passe à côté. Et moi, je dis qu'une des réponses majeures, c'est pas la réponse, mais une des réponses majeures à la difficulté ou à l'échec scolaire, ça passe d'abord par un travail sur le langage dès le plus jeune âge, parce que certains enfants, malheureusement, ne baignent pas dans un milieu culturel qui leur permet d'avoir ces outils-là. Ce n'est pas la faute des parents. Les parents, c'est pareil, ils transmettent les outils qu'ils ont reçus eux-mêmes. Donc, s'ils n'ont pas ces outils-là dans la famille, il faut que l'école leur apporte. Alors, moi, je trouve que la préscolarisation obligatoire à 3 ans, c'est déjà une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que là, quand j'étais psychologue scolaire, il y a quelques années de cela, je travaillais sur 15 écoles différentes. Et je voyais que les enfants qui manquaient le plus l'école maternelle, c'était ceux qui en avaient le plus besoin, qui étaient le plus carencés chez eux. Mais les parents ne prenaient pas conscience de l'importance de cela. Moi, je ne suis pas pour l'obligation à tout craint. Mais malheureusement, pour ces enfants-là, et véritablement pour les aider sur le plan à la fois scolaire, mais aussi sur le plan social, parce que le langage va les inscrire aussi dans la société. Je veux dire, ça ne joue pas qu'à l'école. Eh bien, l'obligation à 3 ans est une bonne chose. Maintenant, il faut faire un effort majeur sur le langage, peut-être dans les milieux plus fragilisés, à travers des groupes classes beaucoup plus restreints, parce que c'est vrai que si on a 25 ou 30 élèves dans une classe, faire un travail sur le langage, sur l'échange du langage, c'est très compliqué. Par contre, si on a des groupes plus restreints, Dolto en parlait déjà, des groupes de 10-12 enfants, eh bien là, on peut faire un vrai travail sur le langage, des échanges, des visites, tout ce qu'on voudra, des pièces de théâtre, des jeux sur le langage, véritablement, et donner cet outil-là que certains enfants n'ont pas, les 15 à 20% dont je parle, et qui, effectivement, dès le départ, décrochent. Dans
votre livre, vous avez un chapitre « Et si malgré tout, cela ne fonctionne pas ?» Oui. Il importe de garder un contact avec les enseignants et d'être attentif aux réactions de certains enseignants afin qu'ils ne qualifient pas péjorativement votre garçon ou fille. Pourquoi c'est important? C'est important parce que j'allais dire, pour certains enfants, il faut savoir que l'école, c'est un calvaire malgré tout. Hein. Alors, peut-être effectivement, il est passé à côté de la phase de réponse opérante. C'est peut-être effectivement parce que même s'il n'est pas passé à côté, il peut avoir une motivation lective, il peut avoir d'autres intérêts, il peut avoir d'autres capacités. Et bon, très bien, puis l'école ne l'intéresse pas. Donc, il faut faire en sorte, malgré tout, que l'enfant vive quand même sa scolarité à minima. Il ne s'agit pas que ce soit un climat délétère pour lui. Pourquoi? Parce que si véritablement on s'acharne sur lui, que ce soit le parent qui est très angoissé peut s'acharner sur lui, ou que ce soit l'enseignant, parce que ça l'angoisse aussi de voir que l'enfant ne réussit pas, eh bien, on va créer un climat de défiance et une relation de défiance chez l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Il est là que pour l'embêter, en quelque sorte. Et si on génère ce climat de défiance, eh bien, c'est un outil qu'on lui enlève le jour où il rentrera dans la vie active, dans la vie professionnelle. Parce que s'il est dans un climat de défiance, il va aussi être freiné dans ses relations avec les autres. Alors que si on a préservé cet atout-là, dans une relation de confiance, eh bien, c'est un atout majeur, justement, pour sa réussite future. Donc, n'oublions pas que l'enfant n'est pas qu'un élève. Si ça ne fonctionne pas malgré tout à l'école, il a d'autres capacités, d'autres atouts, d'autres potentialités qu'il faut essayer d'entretenir. Et si véritablement c'est très très compliqué avec lui à l'école, on essaye de trouver quand même un circuit ou un schéma, malgré tout, il se sent pas trop mal. Et puis, on va pas chez lui focaliser sans arrêt sur les résultats scolaires. Jean-Luc Aubert, quelle est la personne qui a changé votre vie ou votre pratique ou votre manière de voir les choses? Il y avait une diversité de personnes qui étaient toutes intéressantes dans des domaines très différents. Moi, j'ai toujours une sorte de curiosité naturelle qui fait que je le suis toujours et que j'ai toujours aimé apprendre des autres et apprendre aux autres. Donc, c'est quelque chose qui a perduré. Et voilà, véritablement, je crois que ça faisait partie d'une forme d'automotivation qui a contribué à faire ce que je fais aujourd'hui. En quoi croyez-vous? Moi, je ne crois en rien, mais je pense que c'est très bien de croire. Non, je crois d'abord en l'homme. Je pense que véritablement tout, dans quelques systèmes, que ce soit dans quelques structures, que ce soit dans quelques gouvernements, dans quelques familles, je crois d'abord en l'homme. C'est d'abord sur l'enfant, sur l'homme qu'il faut travailler, justement, pour arriver en sorte que les choses s'améliorent. Ça n'est pas tant sur... par exemple, en ce moment, on parle de Marseille, on parle beaucoup des structures, des écoles, des choses comme ça. Non, il faut d'abord travailler sur l'homme. Tout part de ça. Tout part de ça. À partir du moment où l'homme, globalement, parce que la perfection n'existe pas là non plus, dans la mesure où l'homme est globalement serein, et les choses peuvent vraiment avancer, quoi. Qu'est-ce qui vous émeut, vous inspire? Moi, ce que j'appelle les pleurs inconscients de l'enfant, beaucoup. Ça, j'ai toujours été très ému par ça, c'est-à-dire que j'ai vu dans ma profession, j'en vois encore, des enfants qui pleurent pour une raison apparemment, j'ai dit bien apparemment anodine. Alors en fait, c'est une blessure inconsciente qui est activée ou réactivée qui les fait pleurer. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui? À vrai dire, pas grand-chose. Non, pas grand-chose. L'homme sans peur. non, mais franchement, pas grand-chose. Non, je crois en l'homme de toute façon, et d'une certaine façon, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur l'éducation, sur la relation de l'enfant, c'est sur l'épanouissement de l'enfant. J'insiste bien, l'épanouissement de l'enfant, c'est pas la perfection, c'est pas quelque chose d'un schéma non, où l'enfant se sent globalement bien avec lui, globalement bien avec les autres, globalement bien à l'école. À ce moment-là, tout ira bien, quoi. Qu'est-ce qui vous indigne? Plus rien, je crois. Ou trop de choses. Qu'est-ce qui vous fait du bien? La nature me fait beaucoup de bien. La nature me fait beaucoup de bien. Mes relations avec mes enfants me fait beaucoup de bien. Donc, véritablement, mais dans quelque chose de très spontané, de très naturel. Là, vous voyez, j'arrive depuis Nancy en train. Je voyais tout le monde penché sur son portable, véritablement. Et moi, je regardais la nature défiler. Et j'étais simplement content de voir cette nature-là. Cette belle nature, ça me suffisait. Votre mantra? La phrase que vous vous dites quand vous avez besoin de... Non, je n'en ai pas. J'ai même pas celle de Émile Coué. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. J'ai même pas celle-là. Eh bien, merci Jean-Luc Aubert. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur ce qui fait la motivation de nos enfants à l'école avec le psychologue Jean-Luc Aubert. On l'a vu aujourd'hui, la capacité de motivation d'un enfant ne dépend pas que de sa volonté, mais du contexte familial et sociétal qui le voit évoluer. Il est clair que parents et enseignants coproduisent les conditions de l'apprentissage scolaire de l'enfant.
Il y a ceux qui, bien souvent malgré eux, produisent du froid et de la grisaille, et ceux dotés de la vision sensible et palpable, illustrée par l'adage d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne commence pas par battre le rappel, commander à tes hommes d'aller chercher du bois, distribuer les tâches et diviser le travail, mais éveille en eux le désir de la mer infinie. Voilà, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous rappelle le titre du livre de Jean-Luc Aubert, Comment motiver son enfant à l'école, aux éditions Odile Jacob. Je vous donne de mon côté rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes, et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!